Donc, je rappelle qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, la dernière fois, on a commencé la désintégration en chaîne, ou bien ce qu'on appelle filiation. J'ai dit que c'est une désintégration qui donne plusieurs corps. Par exemple, un corps A, il va nous donner le B il nous donne C, C il nous donne D, etc. Donc, la filiation peut être à plusieurs corps. Nous, on a essayé d'étudier la filiation à 3 corps, c'est-à-dire A qui donne B, le B il donne C, et C il est stable. C'est le plus simple, c'est un cas qui est très simple. Donc le but est de déterminer le nombre de noyaux présents à n'importe quel instant t. Donc je connais les conditions à l'origine, à l'instant t égale 0, j'ai dit je dispose de N1, 0 noyaux de type A, N02 noyaux de type B et N03 noyaux de type C. À un instant t quelconque, on avait dit, j'ai par exemple un certain nombre de noyaux, N1 de t à l'instant t, N2 à l'instant t, N3 à l'instant t. Par la suite, j'ai dit il faut suivre ça avec une variation pendant un temps élémentaire dt, c'est-à-dire entre t et t plus dt, vous allez avoir une variation d1, c'est-à-dire le nombre de noyaux de type 1 va varier de dn1, n2 va varier de dn2 et n3 va varier de dn3. Par la suite, je peux écrire les équations différentielles, on les a écrites la dernière fois. Donc, dn1 sur dt, c'est-à-dire la variation des noyaux de type 1, par unité de temps, on avait dit que c'est une diminution, il y a une diminution, la variation, donc ça s'écrit dn1 sur dt, c'est-à-dire la variation par unité de temps, c'est moins lambda 1 n1. Si je suppose par exemple maintenant que j'ai une source qui produit les noyaux de type A, d'accord? Supposons par exemple, on vous dit les noyaux de type A sont produits à partir d'un réacteur, je ne sais pas, avec un rythme ou bien avec un taux de production, par exemple 10 puissance 5 noyaux par seconde, ça veut dire à chaque seconde il y a production de 10 puissance 5 noyaux. Donc la variation, le taux de production 10 puissance 4 ou bien 10 puissance 5 ou bien n'importe par seconde. Donc à ce moment-là, il y a augmentation du nombre de noyaux de type A. Ça veut dire en même temps, les noyaux de type A ils se désintègrent, et il y a une autre source qui produit aussi des noyaux de type A. Donc il y a production et il y a en même temps désintégration. Donc dans ce cas-là, il faut tenir compte toujours tout ce qui produit, c'est-à-dire augmente le nombre de noyaux, je le compte positivement, et tout ce qui diminue le nombre de noyaux, je le compte négativement. Donc si par exemple on me dit qu'il y a production des noyaux de type A avec un taux de production par exemple qui est égal à 10 puissance 4 ou je ne sais pas, noyaux par seconde, donc je vais ajouter donc en écrivant dn1, donc je compte ce qui se produit moins ce qui se désintègre. Ce qui se produit c'est par exemple 10 puissance 4 par seconde, d'accord, noyaux par seconde, moins les noyaux qui se désintègrent qui sont proportionnels au nombre de noyaux présents à l'instant t, c'est n1 de t. Toujours le N1, c'est le N1 que vous avez à l'instant t. Le nombre de noyaux qui se désintègrent, il est proportionnel à ce nombre. Et la constante de proportionnalité, c'est la constante de désintégration. Donc dans ce cas simple, là, on n'a pas de production de noyaux de type A, on a uniquement une diminution. Donc moins lambda A N1, dN2 la même chose, donc il y a production, c'est-à-dire les noyaux qui disparaissent de A, ils vont apparaître sous forme de B, et il y a des noyaux de type B qui se désintègrent, donc moins lambda 2 N2. La même chose pour dN3, N3. Ensuite, on a fait la résolution, donc N1 c'était simple, donc c'était N1, 0, E plus moins lambda 1 de T. N2, j'ai dit dN2, je prends la deuxième expression, c'est-à-dire dN2 sur dt. Donc je remplace N1 par son expression. Ensuite, je regroupe le terme moins lambda de N2, je le passe de ce côté, et l'autre, il va rester à sa place. Par la suite, je multiplie le tout, les deux côtés, c'est-à-dire à droite et à gauche, par E plus lambda 2 de T. Par la suite, je fais apparaître dN2, E plus lambda 2 de T, qui facilite les calculs. Maintenant, si j'intègre cette expression, ça va me donner N2, E à la puissance lambda 2 de T, etc. Plus une constante, la constante d'intégration. Cette constante, j'ai dit toujours, il faut faire appel aux conditions à l'origine. Toujours, vous dites à l'instant t égale 0, qu'est-ce que j'ai? À l'instant t égale 0, j'avais N2, 0 noyau. C'est-à-dire N2 égale N2, 0. Donc je remplace t par 0 et je remplace N2 par N2, 0. Donc si j'écris ça, je détermine la constante K. Donc K égale à... donc si je fais ça, vous voyez que j'obtiens K égale N2, 0, moins lambda 1 sur lambda 2, moins lambda 1, N1, 0. Je remplace le K par son expression dans l'équation 3 et j'obtiens N2. Donc j'obtiens N2. Donc pour obtenir N2, parce que là j'ai N2 E à la puissance lambda 2 de T. Donc je dois éliminer le E à la puissance lambda 2 de T en multipliant par E à la puissance moins lambda 2 de T les deux côtés. Donc les deux côtés, je multiplie par E à la puissance moins lambda 2 de T et j'obtiens directement N2 de T. Vous voyez qu'il est très simple. C'est une expression donc, qui dépend uniquement de lambda 1, lambda 2, N1, 0, N2, 0. Donc il dépend de ces paramètres-là. Voilà, donc maintenant vous avez N2 de T. Ensuite, il fallait déterminer N3 de T aussi, le nombre de noyaux présents
à l'instant t de type, noyau de type C. Donc pour faire ça, j'ai dit, il suffit de prendre l'équation différentielle, dn3 dt est égal à lambda 2 n2. Je remplace n2 par son expression et je calcule, donc je détermine n3 de t. Ou bien le mieux, c'est de travailler avec le nombre de noyaux qui est constant. J'ai dit le nombre de noyaux que j'ai à l'état initial doit être égal à n'importe quel instant, parce que le nombre de noyaux ne va pas varier. Tout simplement, il y a des transformations. Noyaux de type A, ils vont devenir B, ou bien B devenir C, etc. D'accord? Mais le nombre total, il va rester constant. D'accord? Donc, si vous faites ça, vous déterminez le N3. D'accord? On a obtenu donc N3 de T qui est égal à cette expression-là. Donc, voilà, si vous voulez, les trois formes qu'on a obtenues la dernière fois. Maintenant, on va se restreindre, si vous voulez, à un cas qui est très simple. C'est lorsque l'échantillon est pris pur à l'origine. On dit qu'il est pris pur à l'origine, tout simplement lorsque la substance A existe toute seule à l'instant t égale 0. Ça veut dire à l'instant t égale 0, je n'avais pas des noyaux de type B ou bien C. J'ai uniquement les noyaux de type A. Donc j'avais N1, 0, N2, 0 égale 0, N3, 0 égale 0. D'accord? Donc c'est ça ce qu'on dit pur, lorsqu'on dit l'échantillon est pris pur à l'état initial, ça veut dire qu'il y a uniquement, à l'instant t égale 0, on a uniquement les noyaux de type A. On n'a pas de B et de C. Ils vont apparaître par la suite. Donc si je prends ce cas-là, ça simplifie ces formules. Vous voyez que si vous prenez N3, 0 égale 0, donc N2, 0 égale 0, donc il va vous rester par exemple pour N3 uniquement le dernier terme. Pour N2, donc si j'écris ça, vous voyez que N1 de T, ça devient donc ça ne change pas. A1, c'est lambda multiplié par N1, lambda 1, N1. Maintenant, N2, vous voyez que N2 se simplifie. Maintenant, il nous donne une expression lambda 1 sur lambda 2 moins lambda 1, N1, 0, un facteur de E plus moins lambda 1 moins E plus moins lambda 2 de T. Donc, c'est plus facile. D'accord? Donc, ça, c'est simplifié lorsqu'on a l'échantillon pur à l'état à l'origine. D'accord? L'activité, c'est lambda 2, N2. Donc, je multiplie lambda 2 par N2, ça me donne l'activité de l'espèce 2. Ça varie aussi en fonction du temps. L'activité, donc la même chose pour N3. N3, si je prends N2, 0, etc., N2, 0 égale N3, 0 égale 0. Donc, je peux obtenir cette expression. Et l'activité, c'est lambda 3, N3. Lambda 3 égale à quoi? Hein? Si C est stable, lorsque j'ai un échantillon des noyaux qui sont stables, l'activité, c'est 0. La constante de désintégration égale 0. Si les noyaux sont stables, hein, ils sont stables, ils ne se désintègrent pas, donc il n'y a pas d'activité. D'accord? Donc l'activité du type 3 égale 0 dans ce cas-là, parce que C est stable. S'ils sont stables, la constante de désintégration égale 0. D'accord? Donc lambda 3 multiplié par N3 égale 0. Lambda 3 égale 0. Donc voilà les expressions qu'on peut obtenir. Si on essaie maintenant de tracer ça, si on essaie de tracer le nombre de noyaux, hein, je prends par exemple, ça c'est T. Ça, c'est N de T. À l'instant T égale 0, je suppose que j'avais uniquement les noyaux de type A. Donc, j'avais N1, 0. À l'instant T égale 0, j'avais N1, 0 noyaux. D'accord? Ça, c'est le nombre total de noyaux que j'avais à l'état initial. Maintenant, si je veux tracer, par exemple, N1 de T, j'ai dit N1 de T égale N1, 0, E à la puissance moins lambda 1 de T. Donc, ça diminue selon une exponentielle. Donc, ça décroît selon une exponentielle. Donc, ça va être quelque chose de ce genre. D'accord? Donc ça, c'est N1 de T, comment il varie en fonction du temps. Maintenant, si je veux tracer N2 de T, j'ai dit à l'instant T égale 0, j'avais 0 noyau. Donc je n'avais pas de noyau de type B. Donc N2, 0 égale 0. D'accord? Ou bien si vous remplacez T par T égale 0 dans l'expression de N2, vous obtenez 0. Maintenant, lorsque T tend vers l'infini, si T tend vers l'infini, N2, il va tendre vers... Non, ça tend vers 0. Donc à l'instant t égale 0, j'avais 0. À l'instant vers l'infini, si vous voulez, c'est 0. Donc c'est une fonction qui, obligatoirement, il passe par un maximum. Ensuite, il décroît, il tend vers 0. Donc il part de 0, il passe par un maximum et il décroît, il va décroître, si vous voulez, vers 0. Donc c'est une fonction simple. Donc je peux la tracer comme ça. Donc ça, c'est N2, par exemple. N2, il va me donner quelque chose de ce genre. D'accord? Donc ça, c'est N2 de T. Voilà comment on varie N2. Vous voyez que N2, donc à l'instant T égale 0, ça 0. Lorsque T tend vers l'infini, c'est 0. Donc ça veut dire que c'est une fonction qui passe par un maximum, décroît, et tend vers 0 lorsque T tend vers l'infini. Il passe par un maximum, donc je suppose que le maximum il est obtenu à cet instant que je note par exemple Tm. Maintenant, les noyaux de type 3, les noyaux C, la variation des noyaux de type C. Donc à l'instant T égale 0, on avait
0. D'accord? À l'instant t égale 0, si je remplace t par 0, ça va me donner 0. Et je le sais, parce que j'ai dit l'échantillon est pré-pur à l'origine. C'est-à-dire à l'instant t égale 0, j'avais 0 noyau. Donc maintenant, sa variation avec le temps, lorsque t tend vers l'infini, à votre avis, ça va tendre vers quoi? Lorsque le temps est très grand. C'est clair. Si les noyaux de type A, ils vont, lorsque t tend vers l'infini, ils tendent vers 0. Les noyaux de type B, lorsque t tend vers l'infini, ils tendent vers 0. Donc les noyaux de type 3, le nombre de noyaux se conserve. Si j'avais 100 noyaux au total à l'état initial, à l'état final, je dois toujours avoir 100 noyaux. Donc si ça c'est égal à 0, donc automatiquement N3 doit tendre vers N1, 0. Donc le nombre de noyaux que j'avais initialement, ils vont tous se transformer pour donner des noyaux de type C. Donc je vais obtenir uniquement des noyaux de type C lorsque t tend vers l'infini. Donc ça va être une fonction de ce genre. Vous voyez, c'est un peu... C'est quelque chose qui est de ce genre. Ça dépend. Donc ça, c'est tout simplement pour vous donner une idée sur l'allure de la courbe. Mais ça dépend. Vous voyez que ces fonctions-là, elles dépendent de lambda 1, lambda 2. Donc ça, si vous voulez, en général, si vous voulez, je vais obtenir quelque chose de ce genre. D'accord? Voici comment varient les 3. Donc ça va tendre asymptotiquement vers 1, 0 lorsque t tend vers l'infini. Donc tous les noyaux, pratiquement, ils vont devenir des noyaux de type C, en fonction du temps, parce que les premiers et les deuxièmes sont radioactifs. Donc ils vont se désintégrer. À un certain moment, les noyaux de type 1 disparaissent, les noyaux de type B disparaissent, et j'obtiens uniquement les noyaux de type C. Donc tous les noyaux vont devenir des noyaux C. Maintenant, si on regarde bien, par exemple, si je regarde le 2, l'espèce B, vous voyez qu'il passe par un maximum, donc ça veut dire que le nombre est maximum ici, pour un temps qui est égal à Tm. Donc le N2 atteint son maximum pour T égale Tm. Donc si cette fonction, la fonction passe par un maximum, donc là, qu'est-ce qu'on va dire? La dérivée est nulle. Donc dn2 sur dt à l'instant t égale tm égale 0. C'est une fonction qui est fonction du temps. Donc s'il passe par un maximum, ça veut dire à ce point-là, on a la dérivée qui s'annule. Ça veut dire que si je veux l'écrire maintenant mathématiquement, donc ça va être dn2 sur dt. Ça c'est en fonction du temps. D'accord? Pour t égale tm, automatiquement il est égal à 0. Et nous, le dn2 sur dt, c'est égal à quoi? L'expression dit dn2 sur dt, l'équation 2 que j'ai écrit au début, l'équation 2, ça va me donner la variation du nombre de noyaux de type 2 en fonction du temps. Donc est égal dn2 sur dt, l'équation numéro 2. Vous regardez votre équation numéro 2. Donc on avait dit dn2 sur dt, comment il varie? dn2, la variation du nombre de noyaux de type 2 par unité de temps, donc par unité de temps, est égal le nombre de noyaux qui se produisent, moins le nombre de noyaux qui se désintègrent. Le nombre de noyaux de type 2 qui se produisent, c'était lambda 1 N1, d'accord, de T. Ensuite, moins lambda 2 N2. Ça, c'est si je remplace maintenant Tm, et c'est aussi en fonction de Tm, donc ce n'est pas la peine d'écrire ce. Donc lambda 1 Tm moins lambda 2 Tm égale 0. Donc je peux en déduire de là que lambda 1 N1 Tm égale lambda 2 N2 Tm. Vous voyez que ce lambda 1 N1, c'est quoi? Lambda 1 N1, c'est l'activité de l'espèce 1. Lambda 2 N2, c'est quoi? C'est l'activité de l'espèce 2. Donc à l'instant t égale Tm, puisque j'ai lambda 1 N1 égale lambda 2 N2, donc l'activité de l'espèce 1, donc ça c'est l'activité A1, Tm égale A2 Tm. Donc j'obtiens à cet instant bien précis, à l'instant t égale Tm, j'ai l'activité de l'espèce 1 qui est égale à l'activité de l'espèce 2. Donc vous voyez que j'obtiens un équilibre radioactif dans ce cas-là, parce que l'activité de l'espèce 1 égale l'activité de l'espèce 2. Mais c'est uniquement à l'instant t égale Tm
Ce n'est pas n'importe quel instant. D'accord? Donc c'est un équilibre que j'obtiens qui est instantané. À l'instant Tm, j'ai l'équilibre, j'ai l'activité de l'espèce 1 qui est égale à l'activité de l'espèce 2. Donc cet équilibre-là, on l'appelle tout simplement équilibre idéal. D'accord? Donc on l'appelle équilibre idéal parce que j'obtiens un équilibre, hein, l'activité de l'espèce 1 qui est égale à l'activité de l'espèce 2. Mais j'ai dit ça, c'est uniquement à T égale Tm. Ce n'est pas à n'importe quel instant. Donc c'est un équilibre instantané. Donc T, l'activité de l'espèce 1 égale l'activité de l'espèce 2. Maintenant, si on veut déterminer ce Tm, d'accord, si on veut déterminer ce Tm, je n'ai qu'à revenir à cette équation. J'ai dit dn2 sur dt égale 0. D'accord? Donc dn2 sur dt égale 0, à t égale Tm. Donc je n'ai qu'à dériver, ça c'est une fonction parce qu'elle passe par le maximum. Donc je dérive n2 par rapport au temps et je peux déterminer Tm. Donc n2, j'ai son expression. n2 c'est lambda 1 sur lambda 2 moins lambda 1, 1, 0, ça c'est lambda 1 de t, etc. Donc je dérive cette expression. Donc si je dérive cette expression par rapport au temps et je remplace t égale Tm, donc je vais avoir, si vous voulez, égal 0 et je peux déterminer facilement ce temps-là qui est égal à Tm, c'est-à-dire le temps au bout duquel les noyaux de type B atteignent, si vous voulez, le maximum. Maintenant, je n'ai qu'à dériver. Si je dérive ça, si vous dérivez, d'accord? Donc, si je dérive, donc vous obtenez lambda 2 E plus moins lambda 2 T Tm égale lambda 1 E plus moins lambda 1 Tm et je peux déduire directement Tm. Donc Tm égale, vous voyez qu'il est fonction uniquement de lambda 1 et lambda 2. Donc il est fonction des périodes T1 et T2. Donc le temps Tm, donc je peux le déterminer facilement à partir des périodes. Si je connais la période T1 et je connais la période T2, de l'élément 1 et de l'élément 2, donc je peux en déduire le temps Tm au bout duquel j'obtiens l'équilibre idéal. Donc l'équilibre idéal, j'ai dit, c'est un équilibre radioactif instantané au bout duquel, c'est-à-dire au bout duquel, si vous voulez, l'activité de l'espèce 1 égale l'activité de l'espèce 2. D'accord, j'ai l'activité de l'espèce 1 est égale à l'activité de l'espèce 2 à un instant précis. D'accord, c'est-à-dire si j'ai maintenant Tm plus une seconde, je n'ai plus l'équilibre. Donc ça, c'est un équilibre qui s'obtient uniquement à un instant bien précis. Par exemple, si on vous donne l'activité de l'espèce 1 et on vous donne T1 et T2 et on vous dit à l'équilibre idéal, déterminer par exemple l'activité de l'espèce 2. Ce n'est pas la peine de calculer l'activité de l'espèce 2 avec la formule précédente. N2 égale A2 égale lambda 2 multiplié par N2 avec N2 toute une expression longue. Donc là, je peux en déduire directement. Donc, puisque j'ai l'équilibre idéal, donc A1 égale A2, sans faire de calcul. D'accord? Si je parle de l'équilibre idéal, T égale Tm, donc ça y est, c'est fini. Donc je détermine directement. Donc A1 égale A2. Puisqu'on vient de le montrer, donc à l'instant T égale Tm, j'ai si vous voulez, le maximum de N2, donc la dérivée, si vous voulez, ici est égale à 0, et j'ai déterminé donc ce Tm. Donc si on me donne ça, c'est à l'équilibre idéal. Lorsqu'on me dit équilibre idéal, ça veut dire que je suis à T égale Tm. Donc si on me dit équilibre idéal, sans me dire Tm. Donc à ce moment-là, je pense directement à cet instant-là, j'ai A1 égale A2. Donc A2 égale A1. Si on me donne A1, je dis A2 égale A1, sans faire aucun calcul. Donc maintenant, si je trace la courbe des activités de l'espèce 2 et 1, donc l'activité de l'espèce 1, c'est lambda 1 N1, donc ça décroît selon une exponentielle, lambda 1 sens moins lambda 1 de t, donc ça décroît exponentiellement, et N2, c'est lambda 2 N2, donc ça monte. Vous voyez qu'à l'instant t égale Tm, j'ai les deux courbes qui se coupent. Donc les deux courbes, si vous voulez, se coupent à l'instant t égale Tm, donc c'est là où j'ai l'équilibre idéal. Donc on va voir, il y a d'autres équilibres. Donc nous, on a vu uniquement, jusqu'à présent, on a vu l'équilibre idéal. On va voir un deuxième équilibre. Donc ces équilibres-là radioactifs, ils nous facilitent les calculs et nous donnent si vous voulez, des techniques de mesure de certains produits facilement. Vous voyez que maintenant, je prends, par exemple, j'ai A, B qui donne C, d'accord, c'est une filiation, et je connais la période de l'élément 1 et la période de l'élément 2, donc T1, lambda 1, lambda 2, T1, T2, d'accord. Donc si je suppose maintenant, j'ai ma chaîne ou bien ma filiation, et j'ai T1 par la période de A, il est supérieur à la période de l'élément 2. La période de A, il est supérieur à la période de B. Donc le noyau A, ils ont période T1, B, ils ont la période T2. Donc si T1 est supérieur à T2, donc automatiquement lambda 1 est inférieur à lambda 2. D'accord? Parce que lambda, il varie à l'inverse. Donc lambda 1 est inférieur à lambda 2. Vous voyez que si je vais maintenant à l'expression A2 de T, donc vous voyez que j'ai E la puissance moins lambda 1 de T et E la puissance moins lambda 2 de T. Maintenant, supposons que ce temps T,
le temps qui se passe, et il est un peu grand, d'accord, supérieur, donc minimum, je prends par exemple le temps t supérieur à 10 fois la période de l'élément 2, parce que lambda 2, c'est log de 2 sur t2. Lambda 2 égale log de 2 sur t2. Donc si je remplace t, le petit t par exemple, c'est un temps qui s'est écoulé qui est supérieur à 10 fois la période de l'élément, ça veut dire que t est supérieur à 10 fois petit t, supérieur à 10 fois la période t2, d'accord? Donc si je remplace, je vais avoir e à la puissance, je prends 20, d'accord? Je prends par exemple le temps t égale 20 t2. Donc si je remplace, je vais avoir e à la puissance moins 20 t2 divisé par t2. Et dans ce cas-là, si vous voulez, le T2, il y a le log également, mais le log ne change pas beaucoup. Donc le T2, avec le T2, il va sortir, il va me rester, si vous voulez, E à la puissance moins 20. D'accord? E à la puissance moins 20. Donc vous voyez que ce terme, puisque lambda 2, lambda 2, il est plus grand que lambda 1. D'accord? Lambda 2, il est supérieur à lambda 1. Donc ce terme-là, E à la puissance moins lambda 2 de T, si T est grand, il va tendre rapidement vers 0. Vous voyez, comme j'ai dit, maintenant, s'il s'est passé par exemple 20 périodes, le temps t est égal à 20 périodes ou bien 15 périodes ou bien... Nous, on prend au minimum, c'est 10 périodes. Donc dans ce cas-là, je vais avoir e à la puissance moins 10 ou bien e à la puissance moins 20 ou bien e à la puissance moins 30 qui tend rapidement vers 0. Donc e à la puissance moins lambda de t, il va tendre rapidement vers 0. Donc je peux le négliger devant e à la puissance moins lambda 1 de t. Donc je peux négliger maintenant ce terme-là, le terme e à la puissance moins lambda de t tend rapidement vers 0. Donc je l'efface et l'expression qui va me rester, c'est a de t est égal lambda 1 lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1 n1 0 e à la puissance moins lambda 1 de t. Vous voyez que maintenant l'expression, la formule si vous voulez, se réduit un petit peu. Et ça me facilite le calcul par la suite. Mais ça c'est dans les conditions dont je parle. C'est-à-dire si T1 supérieur à T2 et le temps T qui s'est écoulé, c'est supérieur à 10 fois la période de l'élément 2. C'est dans ces conditions que je peux appliquer cette approximation. Donc je peux enlever carrément l'exponentiel de e puissance moins lambda de t parce qu'il tend rapidement. C'est pas comme lambda 1. Lambda 1 il est supérieur à lambda 2. Lambda 2 il est supérieur, pardon, lambda 1 il est inférieur à lambda 2. Donc lambda 2 est grande. Donc e à la puissance moins lambda 2, vous voyez qu'il va décroître très rapidement. D'accord? Donc dans ce cas-là, il va me rester uniquement le premier terme. Et si je fais le rapport des activités, vous voyez maintenant qu'ici je prends A2 de t divisé par A1 de t. Donc ça va être le premier terme A2 de t, ou E puissance moins lambda 1 de t, divisé par lambda 1 N1 0 E puissance moins lambda 1 de t. Vous voyez que le terme N1 0 E puissance moins lambda 1 de t vont se simplifier et j'obtiens un rapport des activités de l'espèce 1 et de l'espèce 2 qui est égal à tout simplement à lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1. Vous voyez que si le temps est grand, donc ce n'est pas la peine de faire le calcul de A2 qui est très difficile. Donc je peux facilement le faire à partir de cette approximation. Mais je dois être dans les conditions de l'approximation. Le temps t supérieur à 10 fois t2 et t1 supérieur à t2. Donc dans ce cas-là, j'obtiens un autre équilibre. Vous voyez que lambda 2 sur lambda 1 sur lambda 2 moins lambda 1, c'est une constante. D'accord? C'est une constante. Donc ça veut dire que le rapport des activités, il va rester toujours constant. Si tu tends vers l'infini, je vais avoir toujours A2 sur A1 qui est égal à une constante. Donc si le temps est très grand et on me demande de calculer A2 connaissant A1, vous voyez que dans ce cas-là aussi, je peux facilement calculer A2. A2 égale A1 multiplié par lambda 1 sur lambda 2 moins lambda 1. D'accord? Donc ça facilite le calcul. Donc ça, si vous voulez, c'est un autre équilibre parce qu'il garde les activités constantes. A2 sur A1 égale constante. Donc j'ai un autre équilibre. Tout à l'heure, je parle d'équilibre idéal. A1 égale A2. Maintenant, c'est A2 sur A1 qui est égal à une constante. D'accord? S'il est égal à une constante, donc ça veut dire que j'obtiens un équilibre radioactif qui s'établit. Et cet équilibre-là, on l'appelle tout simplement équilibre de régime. D'accord? On l'appelle, c'est le deuxième équilibre qu'on utilise, donc c'est l'équilibre de régime. D'accord? Vous voyez que ça facilite les choses, mais on doit travailler dans les conditions que j'ai citées. Ça veut dire que T1 doit être supérieur à T2 et T, l'instant T, si vous voulez, là où, c'est-à-dire l'instant à laquelle je vais calculer ou bien mesurer l'activité, T supérieur à 10 fois T2. Par exemple, 20T2, 30T2, ou 40, ou 100, et là. Donc, dans ce cas-là, je peux appliquer cette approximation. Ça va me donner pratiquement le même nombre. Maintenant, si je continue et je prends le cas, par exemple, T1 maintenant, il est très supérieur. T1 est très grande comparé à T2. Par exemple, je vous donne l'exemple par exemple du radium et du radon. D'accord? Le radium, il a une période de 1600 ans et le radon, il a une activité de 3,82 jours. Vous voyez que T1, il est très supérieur. 1600 années, si je la compare à 3,82 jours, donc si vous voulez ça, c'est très grand comparé
si vous voulez, à la période du radon. Donc dans ce cas-là, si le temps s'il y a un temps, si vous voulez, qui va s'écouler, qui est grand, T est supérieur par exemple à 10 fois T2 ou 20 ou bien 30, donc dans ce cas-là, les choses se simplifient parce que je suis toujours dans le cas T1 supérieur à T2. Seulement, j'ai T1 maintenant très supérieur. Donc dans ce cas-là, si T1 est très supérieur à T2, ça veut dire que lambda 1 est très petit devant lambda 2. Donc je reviens à l'expression de l'équilibre d'origine. Maintenant, si lambda 1 est très petit devant lambda 2, je vais dire donc je néglige lambda 1. Lambda 1 il est très petit devant lambda 2. Lambda 1 il est très petit devant lambda 2. Donc je néglige lambda 1 devant lambda 2. Donc il va me rester lambda 2 sur lambda 1. Et j'obtiens 1. Donc l'activité de l'espèce 2 est égale à l'activité de l'espèce 1. Vous voyez que j'obtiens un autre équilibre où les activités sont égales. Dans ce cas-là, si vous voulez, l'activité de l'espèce 2 est égale à l'activité de l'espèce 1. A2 égale à 1. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un instant T bien précis. Il suffit d'avoir, si vous voulez, T supérieur à 10 fois T2. D'accord? N'importe quel instant, jusqu'à l'infini. Vous allez toujours avoir A2 égale à 1. D'accord? Donc ça, c'est un autre équilibre qui est très important qu'on appelle équilibre séculaire. Quoi, cet équilibre, donc, il est établi entre l'espèce 1 et 2, un équilibre que j'appelle l'équilibre séculaire. Et cet équilibre séculaire nous permet donc d'avoir l'activité de l'espèce 1 est égale toujours à l'activité de l'espèce 2 si T, le temps T de mesure, il est supérieur à 10 fois la période de l'élément 2. Toujours, les conditions, ce n'est pas la peine de... Donc, je suis toujours dans ces conditions. D'accord? Donc, vous voyez que dans ce cas-là, je peux facilement, donc, si on me donne l'activité de l'espèce 1, donc je peux déterminer l'activité de l'espèce 2. Donc, ça, c'est une technique qu'on utilise même pour les mesures de certains paramètres, de certaines activités. Je vous donne l'exemple le plus simple dont j'ai parlé tout à l'heure. Je prends le radon, j'ai déjà parlé du radon. Le radon, c'est un élément radioactif qui découle de l'uranium-238. Donc, l'uranium-238, il se désintègre en chaîne. À un certain moment, on arrive au radon, 222. Vous voyez, c'est le radon, c'est un gaz, donc automatiquement, il va émaner du sol et il va monter. D'accord? Donc, ce qui fait, il existe dans le sol et nous, on le respire. D'accord? C'est un élément radioactif. Il émet des particules alpha, donc il n'est pas facile, donc il est un peu dangereux. Donc, si on est dans un milieu où l'activité est très importante du radon, c'est dangereux. Donc, ça peut causer, si vous voulez, des cancers, etc. Donc, ça, c'est le deuxième cause de la mort par cancer, si vous voulez, du cancer du poumon, le radon. Il y a le radon et le tabac. Donc, ces deux choses-là, les deux, ils sont très dangereux pour les poumons. Donc, si vous voulez, si maintenant je veux mesurer la quantité du radon, c'est facile, je peux la mesurer. Il y a des détecteurs qui me permettent de mesurer ça sans aucun problème. Mais si on me demande l'activité du radium, parce que c'est le radium qui donne le radon, d'accord? Le radium, il se désintègre et il donne le radon. Donc, j'ai dit le radium, il a 1600 années comme période, et le radon, il a 382 jours. Vous voyez que ça, c'est très petit devant ça. Donc, ça veut dire que T1, il est très grand, très supérieur à T2. D'accord? Donc, je suis dans le cas d'Yel Hada. Donc, maintenant, si on me demande de calculer ou bien de mesurer l'activité du radium, et je ne dispose pas, par exemple, d'un instrument qui permet de mesurer le radium. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai un détecteur, par exemple, du radon, et je n'ai pas un détecteur de radium. Donc, je dois exploiter ça. Je prends le cas, par exemple, le radon dans l'eau. Je prends le radon dans l'eau, parce que le radium, il n'est pas dans l'atmosphère. Je le prends, par exemple, dans l'eau. J'ai un échantillon d'eau, l'eau aussi, on le boit, et il contient du radon. Et le radon, il est radioactif, donc c'est l'ingestion. Donc la respiration, c'est pour l'air, et l'ingestion, c'est pour l'eau. L'eau, on l'ingère. Donc si je prends le cas de l'eau, et on me demande de calculer, par exemple, la concentration ou l'activité du radium, je dois exploiter ça, cet équilibre séculaire. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'eau d'une source, par exemple, et je le garde chez moi, par exemple, 10 périodes. La période du radon, c'est 382 jours. Si je multiplie par 10 ou bien par 20, donc ça veut dire que je dois prendre quelque chose, je dois laisser l'eau pendant une durée qui est égale à 10 fois, ou 20 fois 382 jours. Ça veut dire 40 jours, 50 jours, l'essentiel c'est supérieur à 30 jours. Donc si T est supérieur à 10 fois T2, donc ça veut dire que je suis dans le cas de l'équilibre. Donc je peux mesurer le radon dans l'eau. J'ai dit, j'ai l'instrument pour mesurer le radon dans l'eau, mais je ne peux pas mesurer le radium. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends l'eau, je le garde chez moi pendant 30 jours ou bien 40 jours. Donc, dans ce cas-là,
il s'établit un équilibre que j'appelle donc un équilibre séculaire. Et j'ai dit, lorsqu'il y a cet équilibre séculaire, j'ai l'activité du radon, l'activité de l'espèce 2 égale l'activité de l'espèce 1. Donc si je mesure l'activité de l'espèce 2, c'est-à-dire le radon, je dis l'activité du radium, c'est ça. A1 égale A2. Donc ce que j'ai mesuré pour le radon, c'est la même chose que l'activité du radium. Vous voyez, c'est une technique maintenant qui me permet de mesurer quelque chose qui est inconnu. Rien qu'en utilisant ça. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que 1600 ans est très supérieur, d'accord? Il est très supérieur à 382 jours. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'ai gardé l'échantillon d'eau pendant 30 jours ou bien 40 jours. Ça veut dire que je suis dans le cas de l'équilibre séculaire. Et à l'équilibre séculaire, je sais que j'ai A1 égale A2. Donc voilà, je détermine A1 qui est l'activité, par exemple, du radium dans l'eau. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez que c'est des techniques, c'est des équilibres qui servent. Donc on peut les utiliser en pratique, en physique nucléaire, on les utilise souvent. D'accord? Donc à cet équilibre idéal, donc j'ai A2 égale A1. Et si je passe en termes de noyau, si je travaille maintenant en termes de noyau, vous voyez que j'ai N1 sur T1 égale N2 sur T2. Lambda 1 N1 égale lambda 2 N2, log de 2 sur T, log de 2 sur T. Donc le log, il va pas, il va me rester, si vous voulez, N1 sur T1 égale N2 sur T2. Donc je peux, si on me donne maintenant N1, N2 et T1, je peux déterminer T2. Si on me donne N1, T2, T1, je peux déterminer N1. Donc j'ai toujours un inconnu si je connais les trois autres. Si je connais les trois autres, je peux calculer le quatrième sans aucun problème. Donc voilà, si vous voulez, pour ces équilibres qui sont connus, donc il y a l'équilibre idéal, c'est instantané à T égale T1. L'équilibre de régime, c'est lorsque T1 est supérieur à T2. Ben, ce n'est pas obligatoirement qu'il soit très supérieur. Maintenant, si T1 est très supérieur, j'ai ce que j'appelle équilibre séculaire. Et à ce moment-là, j'ai l'activité de l'espèce 1 égale l'activité de l'espèce 2. D'accord? Voilà, donc je passe à d'autres. Ça facilite les calculs. Parfois, sans faire le calcul, on passe un peu vite pour. Si je prends par exemple le cas maintenant, le contraire, c'est-à-dire T1 inférieur à T2, donc dans ce cas-là, j'ai lambda 1 qui est supérieur à lambda 2. Donc le terme en lambda 1, c'est lui qui va descendre, ou va tendre, si vous voulez, rapidement vers 0, lorsque T, le temps T devient très grand. Mais cette fois-ci, le temps, je dois le comparer à T1, ce n'est pas à T2. Donc lorsque T est supérieur à 10 fois, par exemple, je prends toujours ce 10, 10 ou 20 ou plus, d'accord? Donc lorsque T est supérieur à T1, 10 fois T1, donc à ce moment-là, le terme E à la puissance moins lambda 1 de T, il va tendre vers 0. Et il va me rester le terme E à la puissance moins lambda 2 de T. C'est comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Maintenant, j'inverse parce que lambda 1 et les lambda, ils sont, hein, on a changé les. Donc dans ce cas-là, si vous faites ça, donc E à la puissance moins lambda 1 de T, il va tendre rapidement vers 0. Il va me rester uniquement le terme E à la puissance moins lambda 2 de T. Et vous voyez que l'activité A2, ça me donne cette expression simple. Donc je peux calculer par exemple facilement l'activité A2 sans faire trop de calculs, en ajoutant l'autre terme E à la puissance moins lambda 2 de T, etc. Lambda 1 de T, etc. Voilà. Maintenant, si j'ai T1 très petit devant T2, ça veut dire lambda 1 très supérieur. Donc, j'ai lambda 1 moins lambda 2. Lambda 2, il est très petit, donc je néglige lambda 2 devant lambda 1. Et il va me rester tout simplement A2 de T égale lambda 2, N1, 0, E puissance moins lambda 2 de T. C'est comme la loi de transformation radioactive, mais vous voyez que je travaille avec le B, mais j'utilise le nombre de noyaux de A, le nombre de noyaux initial de A. C'est la même chose, c'est lambda 2, hein, mais maintenant c'est pas N, hein, c'est lambda 2, mais N1, 0. N1, 0, c'est une caractéristique de A. Et lambda 2, c'est une caractéristique de B. C'est similaire à la loi de transformation. On calcule facilement maintenant l'activité A2. À n'importe quel instant, mais il faut que T soit supérieur à 10 fois T1. Donc dans ce cas-là, je peux utiliser cette formule et faire le calcul sans aucun problème. Maintenant, si je prends par exemple T1 et T2, ils sont similaires pratiquement, ils ont même pratiquement des valeurs qui sont similaires, à peu près les mêmes constantes de désintégration. Donc j'ai dans ce cas-là lambda 2 et lambda 1 sont